L'échec est une réussite en soi. J'ai fait 1 à 2, voire 3 stages par an, tous les ans. Apprenez toujours à décrire votre parcours comme une force et non pas comme une faiblesse. Quel que soit le cheminement, les problématiques que vous avez rencontrées dans votre parcours. Cette négativité de parcours, ça se ressent dans la manière dont vous abordez le sujet de la lettre de motivation, comment vous décrivez votre CV, comment vous vous positionnez par rapport aux autres professionnels qui sont vos égaux. Tu avais repris plusieurs fois ta première année de droit. Effectivement, j'ai triplé ma licence 1. C'était la première fois de ma vie que je redoublais et j'étais une bonne élève au lycée. Mon premier redoublement était le plus dur. Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé en fait à continuer ces études-là? Quelle était ta motivation? Ça m'a permis de déconstruire aussi l'Erasmus. Il y a toujours cette idée de tu fais vachement la fête, etc. Les gens qui font vachement la fête en France vont faire vachement la fête à l'étranger aussi. La non-neutralité ne voulait pas dire la non-qualité d'un contenu ou la non-objectivité d'un contenu. Ça va fonctionner. Je sais que ça va fonctionner et j'ai confiance en moi sur le fait que ça va fonctionner. Bonjour à tous et bienvenue sur le média Destiné des juristes, le média qui démocratise l'actualité et les professions du droit. Aujourd'hui, nous sommes en présence d'une personne que vous avez probablement reconnue et que je vais laisser se présenter. Enchantée, moi c'est Ifa de Geomantis Media, la chaîne qui s'intéresse à vos droits. J'ai une chaîne de vulgarisation juridique et je suis également juriste en droit du numérique. Exactement, donc on aura le temps justement et l'occasion de revenir un peu plus amplement sur ce que Ifa entreprend, parce que on la voit beaucoup sur les réseaux sociaux et ce serait très intéressant de revenir un peu sur son parcours. Avant toute chose, sachez que Destiné de juriste est présent sur YouTube, mais aussi sur Instagram et TikTok, où on continue aussi à vulgariser un peu le droit également, et on vous met également des extraits de nos interviews avec beaucoup de professionnels, avec une très très large panoplie, donc vous aurez vraiment l'occasion de pouvoir vous intéresser au droit plus amplement. Et on a aussi une branche qui permet de pouvoir créer du contenu pour les avocats, mais aussi les professions juridiques, pour pouvoir accroître votre clientèle. Donc n'hésitez pas à faire appel au service de l'agence Destinée des juristes. Ceci étant dit, on peut déjà se mettre dans le bain. Ifa, est-ce que tu peux nous dire au lycée, quelle est la filière que tu avais et quelles sont les matières que tu avais également? Bien sûr. Alors moi, j'étais en littéraire. Ça n'existe plus trop ce cloisonnement au lycée, il me semble. Mais effectivement, moi, j'avais choisi littéraire. J'étais pas bonne en maths, même si j'aimais beaucoup la physique, chimie et les sciences. Et donc, mes matières principales, c'était plutôt philo, histoire, anglais appliqué. Donc, je l'avais en option. Je faisais 8 heures d'anglais par semaine. Vive l'anglais. Et j'avais une option particulière au cinéma parce que j'avais une dérogation à mon lycée. Je faisais du cinéma et de l'audiovisuel. Ok, c'est sympa. Peut-être que ça explique aussi l'appétence pour les réseaux sociaux. Exactement. Ok, franchement, c'est super sympa. À la fin, du coup, tu obtiens ton bac. Exactement. Et est-ce que tu vas directement à l'université ou tu fais une classe préparatoire entre-temps? Non, j'obtiens mon bac avec mention et j'entre directement à la faculté de droit dès 2017. Okay. Dès la sortie de mon lycée. Ok. Est-ce que tu veux nous dire l'université que tu as fréquentée? Bien sûr, avec plaisir. J'ai fréquenté UPEC, l'université Paris-Créteil-Val-de-Marne. Ok. Ouais. Donc bon, pour les Parisiens, normalement, ça va. Pour les autres, c'est une ville périphérique à Paris. Exactement. On va dire ça comme ça. Du coup, au cours de la licence, est-ce qu'il y a des matières que tu as préférées et d'autres un peu moins? Tout à fait. Alors moi, j'adorais les matières qui avaient une fonction pratique. Donc, j'aimais pas trop le droit administratif et j'aimais bien le droit international. J'ai fait un peu de droit international public, mais surtout, j'aimais beaucoup le droit des contrats, droit des obligations. Ça, j'aimais bien. C'était plus simple à saisir que la pénale et la procédure pénale, même si aujourd'hui, je fais beaucoup de vulgarisation dans les thématiques pénales. Et droit du travail majoritairement, qui sont des matières très pratico-pratiques, mais j'aimais bien majoritairement civil. Ok, je peux comprendre. Il y a beaucoup de privatistes de toute façon, mais les publicistes, manifestez-vous s'il vous plaît. C'est vrai, mais anecdote à savoir, c'est les matières que je préférais, mais c'est pas les matières où j'avais les meilleures notes. Alors c'est vrai, civil, j'avais des notes correctes parce que mes profs, ils étaient super top dans la manière d'expliquer les cours, mais mes meilleures notes c'était en droit administratif. J'aimais pas ça, mais j'avais 16, donc. Ok, waouh. C'est très, très excellent. Les notes que l'on peut voir parfois, franchement. Non. Et félicitations. En retard. J'ai passé droit admin. Ouais, vraiment, j'ai passé droit admin et c'est vraiment trop bien.
Ah, parce que cette matière, je pense que c'est l'amour et la haine à la fois. Oui, c'est ça. Je comprends. C'est ça. Est-ce que en amont, tu avais des engagements associatifs ou des jobs étudiants aussi, et comment tu faisais, si oui, pour les concilier avec ta vie étudiante? Tout à fait. Alors, avant de rentrer à la faculté, moi, je travaillais l'été. En général, j'avais des jobs étudiants. Ma première année de droit, j'ai pas travaillé de l'année parce que je voulais vraiment me focus sur mes études de droit. J'étais à 2 heures de ma fac et aller et retour. Pas très sympa. Donc j'avais pas du tout le temps de m'investir là-dedans et j'étais boursière. C'était la première année de ma vie où je pouvais avoir la bourse, donc je pouvais me permettre de moins avoir besoin de travailler. Et l'année d'après, quand j'ai refait ma première année de droit, parce que j'ai refait ma première année de droit, j'ai travaillé parce que j'avais un emploi du temps plus adapté et aussi parce que j'avais un besoin, je déménageais. Donc j'avais des factures à payer, personne ne les payait pour moi. Donc j'étais obligée de les payer. Et donc effectivement, j'ai fait job étudiant. Alors pour ma première année, donc au moment où j'ai commencé mon job étudiant, je travaillais beaucoup trop. Je faisais 21 heures par semaine quand j'ai commencé mon contrat. Avec les heures de cours sur le premier semestre, c'était insupportable. Moi, j'étais épuisée. Et donc, j'ai demandé à réduire mon contrat. Et à la fin de mon M1, parce que j'ai continué de travailler toutes mes études, j'augmentais mes contrats pendant les vacances. Je les redescendais pour mes parties de cours. Enfin, voilà, mes jours de cours et tout. J'avais descendu à 7 heures mon contrat en permanent. Donc, je travaillais tous les dimanches 7 heures par semaine. Et après l'été ou les vacances, j'augmentais mon contrat évidemment pour gagner plus d'argent. Mais voilà, et c'était la meilleure chose à faire. Vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, mettez des contrats très courts, mais où vous pouvez gagner le plus d'argent possible. Et dans les jobs étudiants, ce qui paye le mieux, en tout cas moi, à l'endroit où j'étais, je travaillais chez NAFNAF à l'époque. Ce qui fonctionnait très bien, c'est qu'ils payaient double dimanche. Donc en fait, c'est comme si je travaillais 14 heures par semaine. Oui, c'est vrai. Alors que je travaillais que 7 heures et j'avais tous les avantages salariés, donc congés payés, mutuelles possibles, etc. Et ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, je pouvais travailler moins, être bien payée et ticket resto et machin. Donc c'est vrai. C'est une très bonne astuce qui est donnée là. Même moi, j'y avais pas pensé. Donc honnêtement, merci beaucoup. En tout cas, on est là pour apprendre aussi. Bon, un peu pris le pas sur une question que j'allais poser. Avant ça déjà, est-ce que tu as effectué des stages aussi au cours de ton parcours? Tout à fait. Toute ma licence, j'ai fait beaucoup de stages. Quand j'ai refait ma première année de droit, j'ai commencé mes stages. Je savais que j'aurais pas la possibilité d'avoir des notes suffisamment excellentes pour pouvoir passer directement dans les masters que je visais parce que j'avais des résultats trop faibles académiquement et je savais que ma première année, elle allait me tirer vers le bas. Parce que j'avais pas eu des bons résultats. Donc j'ai décidé dès mon redoublement de faire un stage. C'est ce stage qui m'a permis d'ouvrir 2 stages et donc j'ai fait 1 à 2 voire 3 stages par an tous les ans. Donc des fois pendant les vacances d'été en temps partiel, des fois en temps complet pendant les vacances aussi et des fois en temps partiel sur l'année. Donc ça j'ai fait notamment en start-up et notamment dans une grosse boîte où j'avais un poste comme si je faisais une alternance. C'était un stage alterné. Donc je faisais 16 heures par semaine. Dans une fonction, j'étais compliance officer. Voilà. Et donc, effectivement, c'était toutes les semaines. Et du coup, j'étais payée, parce que c'était un stage long. Oui, forcément. Et donc, c'était avantageux. Mais oui, d'ailleurs, j'ai un conseil par rapport à ça. Les stages longue durée, c'est les mieux. Parce que c'est ceux qui rémunèrent. Même si on n'est pas rémunéré beaucoup, autant apprendre en étant rémunéré. C'est pour ça que moi, j'adore les formations avec alternance et que je fais de l'alternance. Et aussi, un stage peut vous permettre d'en ouvrir d'autres. Donc, il est préférable de faire un stage qui, même si c'est un stage d'observation ou pour vraiment une durée très très limitée, même dans un endroit que vous auriez pas visé pour toute votre vie, etc., vous dirigez là-dedans parce que c'est ces contacts-là qui vont vous diriger vers d'autres contacts, leurs amis, leurs collègues, leurs enfants, leurs proches, etc., parce qu'ils ont des contacts en droit, généralement les professionnels de droit, ou vous recommander vers une autre entreprise qui vous prendra peut-être pour un temps plus long ou pour des missions différentes et qui vous intéresseront davantage. Les tribunaux recrutent beaucoup, les maisons de justice, points d'accès au droit recrutent beaucoup, les permanents juridiques. Donc même si c'est pas ce qu'on vise au début, je conseille toujours de se diriger vers ces secteurs-là qui ont besoin de bras, surtout pendant les vacances, etc. Et qui vous permettront de décrocher le stage de vos rêves pour la fin de vos études, par exemple. C'est exactement ça. C'est vrai que les tribunaux, ils n'y pensent pas beaucoup, mais pourtant, sur LinkedIn, il y a pas mal
postes qui passent à chaque fois ou des opportunités de stage, d'assistant juridique et tout. Donc en vrai, faudrait essayer de mettre ça aussi et c'est bien d'avoir une expérience en juridiction. Tout à fait. Donc merci beaucoup. Avec plaisir. Après la licence que tu obtiens, toujours à Paris-Est-Créteil, tout à fait. Tu pars vers un master ou tu fais autre chose? Quels sont les diplômes que tu obtiens après? Sûr. Donc après ma licence de droit à Créteil, où j'ai été en Erasmus pendant 6 mois pour ma 3e année, donc j'ai fait aussi, j'étais aussi diplômée entre guillemets de Lisbonne, mais bref, je m'oriente vers un MA en droit du numérique et là à l'université de Nanterre. Et donc je vais directement dans ce M1 là parce que moi je cherchais un M1 en région parisienne, c'était un peu mon critère, et en droit du numérique c'est très important. Mon 3e critère c'était l'alternance. J'avais besoin de pouvoir travailler parce que j'étais pas sûre de pouvoir avoir la bourse en M2 comme j'avais refait ma première année, du coup je l'avais une année de plus, bref. Oui, okay. Et donc je voulais vraiment pouvoir être libre financièrement. Donc voilà, je me suis dirigée directement dans ce M1 là. Que j'adore. Vraiment, j'ai adoré mon M1. Dernier partiel que j'ai fait aujourd'hui. Big up aux gens qui vont me regarder. Partiel de pays. Sympa. Mais oui, c'était mon dernier partiel écrit de ma vie peut-être. En fait, c'est une question qui était pas prévue. Du coup, ça fait quoi comme sensation de faire son dernier partiel? Là, c'est bizarre. Je pense que quand j'aurai fini vraiment mon master en septembre, parce que j'ai un mémoire à rendre avec une soutenance, ça va faire bizarre. On a fait quand même au moins 18 ans d'études pour beaucoup d'entre nous. Et là, j'ai plus d'études là. Ça fait bizarre. C'est étonnant. C'est étonnant. Cette passation-là, elle est aussi compliquée à prendre. C'est l'entrée dans le monde professionnel officiel et pour toujours. Et ça, c'est spécial aussi, mais on fait au fur et à mesure. Hein. Ouais, je pense aussi. Déjà, on finit les études et après, on va à l'étape d'après. C'est ça. Ok, merci beaucoup encore une fois pour cette expérience. Donc, à l'issue de tout ça, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux étudiants en droit de manière générale? Oui, de manière générale, dans mes conseils que j'ai, moi j'ai une expression que j'utilise souvent, c'est ça va chez Mar. Donc ça va marcher de Grand Corps Malade qui veulent la petite rêve. Je pense que c'est très important de savoir que ça va fonctionner. Des fois c'est pas la direction qu'on avait choisie initialement et c'est pas le chemin qu'on aurait voulu prendre, mais ça va fonctionner. Les études de droit c'est difficile et c'est difficile mentalement aussi des fois de se dire bon il faut que je me motive, je travaille tout seul. On n'est pas soutenu, très peu soutenu en tout cas à la fac. Moi c'est l'impression que j'en ai eu en tout cas. Et le mieux, c'est de s'accompagner de personnes qui pourront nous aider, nous soutenir, même si c'est mentalement, c'est pas forcément des personnes dans le droit. Et de se dire que ça va fonctionner et que l'échec est une réussite en soi. C'est le moment d'apprendre plein de choses sur soi, sur ses capacités. Ça, c'est très important parce que on décrit souvent l'échec comme oh non une finalité mince, j'ai pas un parcours linéaire, c'est une force. On a appris beaucoup de soi avec l'échec et donc faut l'utiliser à bon escient et savoir se vendre. Ça c'est mon dernier conseil pour les étudiants en droit. Apprenez toujours à décrire votre parcours comme une force et non pas comme une faiblesse, quel que soit le cheminement ou les problématiques que vous avez rencontrées dans votre parcours, parce que cette négativité de parcours, ça se ressent dans la manière dont vous abordez le sujet de la lettre de motivation, comment vous décrivez votre CV, comment vous vous positionnez par rapport aux autres professionnels qui sont vos égaux, même si vous êtes étudiant. Et donc, voilà, c'est important de positiver et de montrer la force de votre parcours. Je suis sûre qu'il y a vous avez plein de choses géniales à raconter. Exactement. Oh, c'est tellement beau. Merci beaucoup encore une fois. Avec plaisir. Alors, on vient d'achever du coup la première partie qui portait plutôt sur le parcours d'IFA et là on va à chaque fois je le dis mais c'est tellement la vérité, sur la partie que je préfère, le droit concret. Alors, donc dans cette partie on va un peu parler concrètement de ton parcours, donc de ce que tu as pu traverser, etc. Et on va te poser plein de questions. Donc pour commencer, tu as mentionné tout à l'heure que tu avais repris plusieurs fois ta première année de droit. Tout à fait.
ce qui peut être une grosse claque quand même parce que du coup, on vient à peine de commencer en licence et on sent déjà la difficulté. Il y en a beaucoup qui auraient abandonné, mais pas toi. Est-ce que tu peux expliquer un peu quelle a été cette épreuve et comment tu t'es sentie déjà au cours du premier puis le deuxième redoublement en licence? Tout à fait. Donc moi, j'ai triplé ma licence 1. La première fois qu'on réussit pas la licence, surtout en droit, on a pour habitude de dire que c'est pas grand-chose, parce que on sait que le taux de réussite en L1 dans certaines universités c'est moins de 30%, et donc en primo, et donc on se dit que ça ira. Le redoublement, moi c'était la première fois de ma vie que je redoublais et j'étais une bonne élève au lycée. Je crois que mon premier redoublement était le plus dur. Parce que c'est de me dire, ok, c'est la première fois de ma vie que je fais face à un échec, alors que j'ai tout donné. Et pour le coup, toute l'année, j'avais été fatiguée par le fait que je restais à la bibliothèque universitaire le soir en médecine jusqu'à 22 heures pour ficher mes cours, pour tout. Et de me dire, en fait, j'étais pas suffisante. Ça, c'est compliqué de se dire, ok, mais les efforts que j'ai donnés, c'est pas suffisant. Et donc, mon deuxième redoublement, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui manque? Je me suis vraiment remise en question à ce moment-là. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui manque dans mon parcours? Qu'est-ce qui me fait défaut? Et j'avais pas de problématique d'apprentissage des cours. Du coup, au bout de 3 ans, tu les connais par cœur, tu les connais mieux que les profs, limite. Les cours, tu sais quelle partie il va aborder. Donc ça, j'avais pas le problème de compréhension de cours. Mais en fait, j'allais pas à l'essentiel. On m'avait toujours appris en littéraire d'argumenter. Et en réalité, c'est ce qu'on dit beaucoup en droit. Argumenter beaucoup, mettez des fioritures un peu partout. Mais en fait, faut être direct. Le but, c'est de t'adresser à un client et de lui donner une solution concrète. Et donc, des fois, le plus simple est le mieux. L'article, syllogisme basique, majeur, mineur, conclusion, mon article, en quoi ça s'applique aux faits, pour conclure, et voilà. Et ça, c'est hyper important. Et quand j'ai appris à aller à l'essentiel et à faire des copies simples avec des phrases simples, sujet, verbe, complément, point, ça m'a beaucoup aidé. Parce que méthodologiquement, j'ai acquis un syllogisme qui était visible, et surtout simplifié. On comprenait mon propos de A à Z. Voilà. Et sur comment je me suis sentie. Donc la première fois c'était difficile, mais je me suis dit que c'était l'opportunité pour moi de consacrer mon temps à d'autres choses que uniquement mes études. J'allais apprendre en pratique. Et j'ai eu donc la chance de pouvoir faire des stages à ce moment-là et donc apprendre en pratique à quoi ça servait ce que j'apprenais. Et ça m'a aidé aussi. Avoir du sens dans l'apprentissage, pas juste apprendre pour apprendre. C'est ça. Justement, bon, déjà, c'est quelque chose dans lequel je pense que beaucoup d'entre nous se retrouveront parce que, bon, pour la plupart des gens qui vont en droit, soit au lycée on était moyen, soit on était très bon. Et donc déjà se retrouver à avoir des notes en dessous de la moyenne, c'est déjà une première gifle. Je vais parler que de gifle aujourd'hui, mais parce que c'est tellement violent en fait. C'est ça. Et donc en plus de ça, après avoir plusieurs redoublements, mais du coup toi t'as continué à persévérer. Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé en fait à continuer ces études-là? Quelle était ta motivation? Bien sûr. Alors moi déjà je suis têtue. Je pense que c'est le premier critère. J'avais été très vexée quand j'étais petite d'une prof de piano qui m'avait dit que j'étais pas assez jusqu'au boutiste, donc j'allais pas au bout des choses, je m'arrêtais en plein milieu, et ça m'avait vraiment vexée dans mon ego et dans mon estime de moi. Et je m'étais promis, mais j'étais petite, mais je m'étais promis que plus jamais j'abandonnerais en plein milieu des choses, que j'abandonnerais quand j'en aurais marre et que j'aurais plus envie d'avoir affaire à la chose. Mais avant que j'en ai marre et que j'ai plus envie de le faire, je n'abandonnerai pas. Donc ça c'était ma première chose, donc je me suis entêtée. Et la deuxième chose, c'est que j'adorais le secteur. J'adore le droit. Il y en avait partout. Je pouvais faire tout ce que je voulais avec. Les gens en droit, il y en avait qui étaient super cool, qui avaient des personnalités super différentes. Et en fait, j'aimais bien la possibilité d'avoir un lien avec toutes les matières, toutes les disciplines, toutes les passions que j'aurais. Ça, c'était top. Je pouvais travailler partout, avoir tous les types de salaires, passer dans le public, repasser dans le privé. Enfin bref, je trouvais ça génial. Et avec toutes les personnalités. Et aussi parce que je suis quelqu'un qui me fixe des buts fixes. Et mon but c'était d'intégrer un master spécifique parce que à l'époque je voulais être juriste en propriété intellectuelle, en droit du cinéma. Et donc je voulais accéder à ça. Et tant que j'avais pas accédé à ce but-là, eh bien j'étais pas d'accord de le mettre de côté. Par contre, ce qui est vrai et ce qui est important, c'est qu'à des moments, j'ai pensé à d'autres manières d'aller vers ce but. Et donc, je me suis dit peut-être qu'en fait, c'est la fac le problème. Et donc, je devrais peut-être changer pour
une licence professionnelle ou une autre typologie de formation, un DUT à l'époque, ça s'appelle BUT maintenant, il me semble, carrière J où je pourrais revenir à la fac. Parce que effectivement, la question se posait. Mais je m'étais dit, il faut que je fasse ma première année. Même si au final, je continue pas en licence de droit à la fac, je veux finir cette première année. Ouais. On me la doit en fait. C'est ça. Je me la dois à moi-même, donc j'ai continué. C'est ça. Une belle mentalité de guerrière en tout cas. C'est tellement important en plus dans ces études. Ok. T'as finalement réussi à l'avoir, donc bravo pour ça. Merci beaucoup. Donc après, tu as ta deuxième année de licence, vient la troisième année et tu fais un Erasmus. Comment est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que tu conseillerais l'Erasmus ou pas? Parce que je sais que dans certaines facs, par exemple, moi je suis à Assas, c'est très très déconseillé de faire un Erasmus. Sous prétexte que on sait qu'on travaille pas trop, du coup on a forcément de meilleures notes, etc. Bref, il y a plein de préjugés, voilà, de petits préjugés dessus. Bien sûr. Donc voilà, comment tu l'as vécu et est-ce que tu le conseillerais ou pas? Bien sûr. Alors moi j'ai vécu mon Erasmus comme une délivrance. Vraiment, je peux pas l'exprimer autrement. Okay. En plus, on sortait du Covid à l'époque. C'était hyper difficile. Moi, j'avais été confinée dans mon 20 mètres carrés là. Toute seule à parler juste à la personne à qui je faisais les courses. Franchement, j'en pouvais plus. J'avais envie de rencontrer du monde, de m'ouvrir l'esprit, etc. J'ai adoré mon Erasmus. Vraiment, en plus, j'ai un peu choisi ma destination, pas au hasard, mais pas en réfléchissant plus que ça. J'allais dans une fac où ils faisaient tous les cours en anglais, mais moi, je parlais pas un mot de portugais. Vraiment, je n'ai aucune connaissance en portugais. Et je me suis dit, ouais, je vais faire un stage et tout. J'ai été prise en stage. Dans un cabinet de droit international, en droit humain. C'était hyper intéressant au Portugal. Et pareil, je m'étais dit, on va tester. Ça va peut-être m'ouvrir des portes. Et en fait, j'ai besoin de renouveau. J'ai besoin de penser mes études autrement. J'ai besoin de bouger. Et voilà, j'ai besoin de connaître des gens différents et être confrontée à des choses différentes. Et mon Erasmus m'a beaucoup aidée à avoir une distance par rapport aux études de droit, à voir que, en fait, dans d'autres pays, ils font différemment. C'est ça. Et que ça fonctionne très bien, que c'est des gens très sérieux. Ça m'a permis de déconstruire aussi l'Erasmus. Hein. Il y a toujours cette idée de tu fais vachement la tête, etc. Ça dépend des personnalités en fait des gens. Les gens qui font vachement la fête en France vont faire vachement la fête à l'étranger aussi. C'est vrai. Mais effectivement, il y avait moins d'heures de cours et ça c'était vraiment merci pour ça parce que ça m'a permis de découvrir autre chose que des études de droit et me rappeler que mes études, en fait, la vie étudiante, ça se résumait pas juste à apprendre mes cours et à aller en partiel. Et ça m'a beaucoup aidé. Est-ce que je le conseille Erasmus? Oui. Oui. Après, c'est vrai que suivant le master que vous visez, faut faire attention. Moi, je sais que je visais déjà un master à l'époque, en troisième année, droit du numérique. Je savais qu'il y avait une mention un peu européenne, une dimension européenne et internationale dans le droit du numérique. Donc, je me suis dit que ça allait pas me porter préjudice, en tout cas pas directement, peut-être indirectement, mais pas directement. Mais c'est vrai que pour les personnes qui se dirigent vers des secteurs qui sont très nationaux, genre le notariat, c'est vrai que c'est un peu plus complexe comme sujet et que ça mérite d'être réfléchi parce que les personnes en troisième année qui vont consulter notre dossier, donc les recruteurs, directeurs de master, vont faire attention au fait que vous n'avez pas été là pendant le semestre dernier quand vous proposez votre candidature. Donc vous avez eu 16, mais vous n'avez pas fait du droit notarial, vous n'avez pas fait les matières qu'ils demandent pour intégrer leur master. C'est ça. Donc voilà, au niveau de l'expérience en tant que telle, je conseille. Après, au niveau du suivi d'études, je conseille de faire attention à où est-ce qu'on souhaite se diriger. Après, à nouveau, je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus... Enfin voilà, les mentalités changent beaucoup et on est conscient que c'est important de s'ouvrir au monde, de savoir parler anglais. Enfin voilà, et toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on acquiert en Erasmus. Exactement. Ouais, donc bon... faut essayer de peser, de faire certains calculs. Et attention aux préjugés, hein. Parce que, mais d'ailleurs sur toutes les disciplines, même en master, des fois on se fait un préjugé et c'est très différent pour nous. C'est ce que j'allais dire, en tout cas, il y a des préjugés un peu partout de toute façon dans cette filière-là. Bon, ça donne envie en vrai. Faut regarder les masters qu'on veut faire. Tu parles beaucoup du droit du numérique. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce master-là et pas un autre? Alors j'ai choisi ce master-là parce que c'est une matière qui est en pleine évolution et je voulais grandir avec la matière. Moi, ce que j'adore, c'est pouvoir m'éveiller avec les disciplines, pouvoir grandir, être
pas législatrice, mais être créatrice de droit quelque part. Et c'est un secteur qui est pas cloisonné encore, et donc où je pouvais grandir avec la discipline. Ça touchait à plein de choses aussi. Ça, j'étais hyper intéressée. Et à nouveau, je voulais pas me restreindre au niveau de l'endroit où j'allais travailler et le droit du numérique. Moi, je fais du droit du numérique, c'est public et privé. J'ai un master où il y a de la propriété intellectuelle, donc je peux travailler en propriété intellectuelle aussi. Et donc ça, c'est super intéressant parce que je pouvais travailler dans plein d'institutions, je pouvais passer l'examen pour être avocat, je pouvais travailler en propriété intellectuelle, enfin voilà, j'avais plein de portes qui restaient ouvertes et en même temps, j'étais dans une discipline où il y en avait partout. Et ça, c'est hyper intéressant. Et le RGPD, bah, ça date de 2018, donc c'est récent. On a besoin de professionnels de droit dans le secteur du numérique. Et avec les IA, etc., je sais qu'il y a plein de questions qui vont évoluer et moi, ça m'intéressait de mettre un pied là-dedans. Je suis totalement d'accord. En tout cas, c'est ce qui fait un peu la beauté de cette matière, je trouve, comparé à d'autres. C'est que c'est une matière qui va beaucoup évoluer, là où, par exemple, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais on va dire le droit civil, c'est quelque chose qui est déjà très ancré, très instauré. Et en fait, on doit apprendre ce qui a déjà été fait et c'est difficile parfois de remettre un peu en question, sauf quand il va y avoir des petits points vraiment très singuliers que la doctrine va critiquer. Donc en tout cas, ouais, c'est ce qui fait pour ma part en tout cas la beauté de la matière. Donc je comprends tout à fait le choix. Tout à fait. En tout cas, on voit beaucoup cette volonté pour toi de vouloir grandir un peu avec le droit et toute l'évolution de la société, à tel point que tu as créé du coup Geomantis Media. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la genèse de cette plateforme et pourquoi est-ce que tu as voulu la créer? Bien sûr. Alors initialement, j'ai créé Geomantis Media pour partager mes cours. Pour être honnête. J'ai créé Geomantis Media pour vulgariser des concepts de cours qui me semblaient trop compliqués et pour pouvoir parler aux étudiants en droit en leur disant que c'était possible, ça allait aller leurs études de droit et qu'il y avait d'autres manières d'aborder une matière que celle qu'on connaît. Donc ça, c'était la genèse. À la suite de ça, j'ai eu des gens dans mes commentaires qui m'ont demandé des conseils sur leur situation personnelle ou leur manière d'aborder les cours et ils avaient besoin d'aller plus loin. Donc je suis passée de YouTube à Instagram pour ouvrir mes DM et pouvoir discuter davantage avec les personnes qui commençaient à me suivre. Et un peu avant le confinement, je me suis dit que je voulais je voulais me projeter dans un contenu où je pouvais avoir moins de montage, être plus naturel, en fait, qui représente un peu ma personnalité, très spontanée, etc. Et j'arrivais pas à trouver un réseau social qui fait ça. TikTok me permettait d'avoir cette spontanéité. Et pouvoir déconstruire des sujets, critiquer le droit. J'avais envie de critiquer le droit, j'avais des choses à dire. Et au début, c'était très neutre, donc je suivais les tendances doctrinales ou les avis de professionnels de droit, parce que évidemment, je suis pas législatrice ni créatrice de droit, donc j'inventais pas. Mais je brodais autour des articles qui étaient préexistants. Et un jour, il me semble que c'était un cas de violence policière, et je me suis dit, mais comment je peux être neutre? Genre, comment est-ce que je peux continuer à être neutre et pas parler d'un sujet aussi dans sa gravité et donner aussi un avis non neutre? Les professionnels de droit ne sont pas neutres. Ça, c'est un mythe qu'on invente. Quand on dit la loi est neutre, la loi n'est pas neutre. La loi est faite par les politiques. Une loi, c'est politique, c'est une position politique, c'est fait par des personnes en particulier. Et donc, l'exploitation du droit, de la doctrine et la création du droit, c'est une position en tant que telle qui n'est pas neutre. Et la critique, elle est importante. Donc, la critique justifiée, évidemment. Oui, bien sûr. Mais la critique est importante. Et donc, j'avais envie de donner mon avis, tout en restant avec, évidemment, des fondements réels et pas inventés, juridiques, évidemment. Mais je voulais pouvoir donner mon avis. Et ça m'a beaucoup aidée. Donc, ma chaîne a aussi évolué vers de la critique du droit. Et vers parler de sujets d'actualité de manière plus spontanée, mettre au courant les gens des lois, des décrets en vigueur, des nouvelles actualités juridiques. Et donc je me suis un peu détachée de mes cours pour parler, pour avoir une discussion avec les gens en fait sur le droit. C'est ce qui est beau aussi sur ton contenu, c'est que c'est du droit, mais c'est pas du droit qui est je dirais austère comme on le connaît ou comme celui auquel on est confronté, ce qui fait que même des personnes qui ne font pas du droit vont nécessairement s'y intéresser parce que
quoi qu'on en dise, le droit reste comme une filière très prestigieuse et voilà, il faut entrer dans le bain pour vraiment comprendre parfois ce qui s'y passe. Enfin, j'essaye de me mettre à la place des gens qui font pas du droit et de comprendre et je me dis, c'est un peu compliqué de comprendre ce domaine-là. Donc, d'où l'importance et l'utilité de toute façon de ta page. En tout cas, la page, t'avais connu sur YouTube. J'ai vu Merci beaucoup. Il y avait le rebasculement sur Instagram. Et justement, je te trouve très régulière. Comment tu fais? Parce que il y a des périodes parfois, je pense que c'est quoi, 1 voire 2 posts par jour, si je ne m'abuse, hein, mais on dirait que c'est un peu ça. Comment tu fais pour être aussi régulière? Pour être honnête, je sais pas trop comment je fais. En fait, j'adore ça. J'adore ça et je vois toujours une actualité, genre une jurisprudence, mais un truc de dingue. Je me dis, mais je peux pas ne pas partager ça. Mais vous voyez le truc de fou qui vient de se passer. Je suis obligée de le partager. J'adore parler. J'adore les médias de manière générale. J'adore filmer. J'adore passer devant la caméra, même si j'adore pas m'entendre. C'est un peu tout le monde. Mais j'adore ça en fait. Et c'était aussi une manière pour moi de garder une régularité dans la créativité, parce que j'avais pas le temps de faire d'autres choses. Ce que je faisais la plupart du temps, c'était du droit. 1h35, je faisais du droit. Je travaillais dans le droit. Je faisais, enfin, tout le temps. Et donc, je me voyais pas arrêter ma créativité, mais en même temps, ma créativité, elle pouvait que être autour d'un sujet que je voyais tout le temps. Tout le temps, c'est ça. Et donc pour lequel, de toute façon, j'étais dans l'actualité, j'étais dans la vulgarisation, je devais faire mes fiches sur les cours, et donc j'étais obligée de faire ça. Et donc effectivement, j'ai choisi cette régularité-là parce que je m'amuse, il y a toujours des actualités, et que de toute manière, une fois que tu commences, t'arrives plus à t'arrêter. Ouais, c'est vrai. T'as du mal à te dire ah non mais là j'ai pas posté la vidéo, donc j'essaye au mieux. Là. En tout cas, ça nous sert beaucoup. Merci. Justement, bah nous aussi on a un média, donc il y a des choses dans lesquelles on se retrouve. Est-ce que tu identifies un ou plusieurs défis tout au cours de ce processus de création de contenu, de faire grandir son audience, etc. La problématique majeure auquel je me suis confrontée et auquel j'ai décidé de me détacher, c'est de faire un contenu qui plaît à tout le monde. Ça c'est complexe quand on a un média, parce que on veut que le contenu il touche un maximum de monde et donc on est un peu à la quête de la visibilité, des statistiques, etc. Sauf qu'un bon contenu n'est pas forcément un contenu qui est très vu et un contenu qui est très visible n'est pas forcément un bon contenu. Et donc j'avais du mal à me détacher de ça. Je voulais faire du contenu qui plaît tout le temps, qui a toujours une super audience et qui fait 500 000 vues. En fait, c'est pas ce qui me plaisait. C'est pas ce qui me plaisait. Du coup, mon contenu était moins spontané et c'était pas ma manière de fonctionner. Il y a des gens qui fonctionnent très bien avec cette typologie de contenu-là et qui créent très bien dans le droit, qui ont un format type qui fonctionne super bien, qui fonctionne à tous les coups, etc. Moi, c'est pas le format que j'ai. Ma manière de travailler le contenu est différente. Et donc, par rapport à ça, je pense que quand on fait un média ou quand on crée un média, faut des fois se détacher de la volonté des statistiques. Faut faire aussi un contenu qui nous plaît nous ou qui nous intéresse nous sur un sujet qui nous intéresse nous. Et cette passion-là, elle va se retranscrire dans des contenus qui effectivement plaît à une plus grande majorité. Et donc moi pour les médias, je conseille de pas toujours faire des sujets qui plaisent à tout le monde. C'est très bien les sujets qui plaisent qu'à un certain nombre de temps en temps. Faut aussi avoir des contenus le terme putaclic n'est pas bien, mais vraiment, faut avoir des contenus aussi qui vont engager une communauté pour ramener des gens sur la page ou pour inciter les gens à en parler autour d'eux, à partager le contenu. Mais il faut aussi avoir des contenus, plus... Moins putaclic, quoi. Ouais, voilà, exactement. Qui vous plaisent davantage. Et tant mieux si le contenu qui lui plaît davantage ou le format qui plaît davantage, c'est celui que vous préférez, qui fonctionne, quoi. Mais... C'est ça. Ce que tu me mentionnes, c'est très intéressant parce que parfois, en fait, avant de créer un média, je me disais, c'est ceux qui ont le plus d'abonnés qui sont les meilleurs, etc. Et finalement, en fait, on se rend compte que c'est pas forcément le fait d'avoir beaucoup d'abonnés qui exprime l'efficacité ou le fait que votre contenu soit intéressant. Et même, je trouve parfois avoir une petite audience, entre guillemets, ça peut constituer aussi une force parce que du coup, on n'a pas
des gens qui sont là comme ça, mais qui sont inutiles. Je pense par exemple au fait de vouloir faire un partenariat. Le fait d'avoir une petite audience, ça fait que on va plus facilement viser la cible qu'on a, alors qu'avec beaucoup d'audience, il y a la cible est plus diffuse. Je sais pas si je me fais comprendre. Voilà, plus éparpillée, exactement. Et donc voilà, faut aussi voir les choses aussi sous cet angle-là. Ça rejoint encore ce que tu disais tout à l'heure en disant qu'il fallait toujours faire de son parcours une force. Dans ce processus-là, c'est exactement la même chose. Tout à fait. Une autre force justement que tu as eu, tu as fait récemment un partenariat avec le gouvernement à propos de l'Erasmus que tu as effectué. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé, etc. C'est un peu la partie anecdote. Tout à fait. Alors, le gouvernement en question m'a contacté pour faire une vidéo pour parler de mon Erasmus, dans le cadre d'une vidéo où on parlait d'Erasmus de manière plus générale et de mon expérience Erasmus. Donc j'ai été dans les locaux tout simplement et j'ai filmé la vidéo en question. Effectivement, de plus en plus, et ça c'est intéressant, j'ai des partenariats avec des entités. La problématique dans le droit, et vous devez sûrement le savoir, c'est que on a très peu de partenariats, on a très peu de partenaires, on a très peu de sponsors. Les collaborations, les gens ils nous demandent souvent des collaborations où la rémunération elle est dérisoire, ou qui demandent beaucoup de travail pour rien, ou pour inciter à la vente. Moi personnellement, je déteste la vente. Vraiment, je le dis, je me considère comme créatrice de contenu, mais très peu comme influenceuse. Mon but c'est pas de pousser les gens à l'achat. Par contre, pousser les gens à s'intéresser à un contenu, bien évidemment, pourquoi pas. Je fais de temps en temps des opérations où effectivement j'ai une sponsor par des entités privées comme des prépas, comme Dallos qui m'envoie des produits, etc. Mais j'ai très peu de partenariats. J'en ai eu un plus récemment avec l'ENM, évidemment le gouvernement. J'ai eu avec EPI, j'ai eu diverses entités. Donc, mais ça, en général, c'est des opérations de communication pour les entités en question, où je veux susciter des vocations, ou veux intéresser les gens à consulter leurs produits ou services. Mais on voit très peu dans mes vidéos, j'incite à l'achat, parce que j'aime pas ça, tout simplement. Et donc, je refuse les partenariats où on me demande où je suis commissionnée, par exemple. J'aime pas ça du tout. Et pour revenir pour le partenariat avec le gouvernement, par exemple, c'est pas du tout rémunéré. Voilà, c'est une invitation à une collaboration gratuite, et c'est souvent le cas. Voilà, avec les institutions publiques notamment, c'est souvent des collaborations gratuites. Le but c'est soit un échange de visibilité, évidemment. Soit voilà, un partage de connaissances, etc. Mais c'est rarement financier. Et moi, contrairement à d'autres influenceurs, par exemple, je suis très mal payée et j'ai très peu de partenariats. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que j'ai, je sais pas, sur TikTok, je crois 550 000 personnes ou 560 000 personnes, et je n'ai pas d'agence. C'est un truc de dingue. Ah ouais, quand même. Alors qu'il y a des personnes que je connais, parce qu'on est quand même invité à des événements de temps en temps, que ce soit sur TikTok, etc., qui, dès 15 000 ou 20 000 abonnés, ils ont une agence, et donc ils sont invités aux événements, etc. Moi, j'en ai pas du tout. Alors peut-être que c'est la surface TikTok qui n'est pas encore explorée beaucoup par les professionnels de droit ou par les créateurs de contenu dans le droit, et dans ce cas-là, mais voilà, les marques n'y sont pas encore, et donc ça amène le fait que du coup pas de budget n'est alloué, pas d'agence ne s'intéresse, etc. Parce que sur Instagram, je connais des créateurs de contenu juridique qui ont des agences parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés aussi sur Instagram. D'ailleurs, des fois plus sur Instagram que sur TikTok. Mais effectivement, par rapport à ça, c'est important de le savoir, parce que des fois, quand on se lance sur les réseaux sociaux, on a une volonté de, je sais pas, payer les factures ou je sais pas quoi. En tant que créatrice juridique, moi, ça sera pas pour le moment mon activité principale. Je veux pas du tout faire ça de ma vie, mais ça c'est un autre sujet. Mais ça pourra pas, parce que on n'est pas encore suffisamment valorisé par les marques, les partenariats. On n'a pas encore suffisamment de partenariats. Et comme il y a un gage de crédibilité dû à la discipline,
il y a aussi une réticence des institutions ou des personnes qui pourraient être nos partenaires de s'engager avec nous. Et c'est très orienté résultat. C'est ça. Alors que dans d'autres typologies de contenu, mode, etc., c'est presque on vous envoie des produits sans rien demander. C'est exactement ça. En fait, ce que tu mentionnes, c'est hyper intéressant parce que c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, on se retrouve beaucoup. Quand on a lancé le média aussi, on réfléchissait aux partenariats qu'on pouvait avoir. Et là, je me dis, mais attendez, bah, en réalité, en droit, il n'y en a pas tant que ça. Alors que dans d'autres domaines, ça va être un peu plus facile. Je pense par exemple à la finance. Bon, la finance, c'est déjà très très large, mais ils peuvent avoir des partenariats avec des gens qui sont en crypto, etc. Bref, c'est déjà plus large. Ceux qui sont dans la beauté, etc. Bon, là, j'ai pas besoin d'expliquer comment, enfin, tous les partenariats qui peuvent être faits. Mais alors en droit, mis à part Dalloz ou des partenariats avec des entités, je me suis dit aussi, en soi, il n'y a pas beaucoup d'organismes ou de mécanismes qui permettent justement de faire ce type de partenariat-là. Mais justement, en fait, quand il y a un problème, il faut trouver une solution. Donc, c'est là aussi qu'il y a tout le challenge et moi, c'est ce qui me plaît. Tout à fait. Voilà, mais c'est pour ça qu'on est créateur aussi. Exactement. Mais on est les précurseurs. Peut-être bientôt, on aura des agences de com que pour les gens créateurs de contenu juridique. Comme il y a que pour la beauté. Exactement, c'est ça. Je pense que c'est un projet à pouvoir développer. Tout à fait. Ça peut susciter des vocations chez vous, tant mieux. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des sujets, justement, dans les contenus que tu veux créer au fur et à mesure, que tu aimerais davantage développer, ou tu penses justement suffisamment réussir à surfer, si je puis dire, sur les sujets qui, toi, te plaisent? Non, effectivement, j'aimerais aller plus au bout des choses. Ma problématique, c'est une problématique temporelle. J'ai, comme tout le monde, 24 heures dans une journée. Je peux pas me permettre de passer 4-5 heures à chercher un sujet, à aller plus profondément dans le sujet. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de... Voilà, pas tout est vulgarisé, pas tout est accessible dans le droit. Et il y a des sujets, des fois, que j'aimerais pousser plus. Mais en même temps, je me rends compte que les contenus de 40 secondes, notamment dans les contenus juridiques, c'est ceux qui fonctionnent très bien. Et on voit très bien sur les réseaux sociaux. Donc, en même temps, les personnes qui suivent attendent un contenu court et des fois pas ou peu élaboré, parfois très lisse ou en superficialité. Et donc, je me vois pas m'investir dans des sujets où je vais perdre, c'est pas le bon terme, mais ne pas avoir ce temps-là pour faire autre chose, notamment socialement, mes amis, mes machins, mes bidules, pour peu de résultats, parce que les gens vont pas suivre un contenu plus poussé, plus approfondi, etc. Mais effectivement, ça m'intéresserait d'aller plus loin, et ça m'intéresserait de diversifier ma typologie de contenu, parce qu'il y a plein de sujets sur lesquels j'aimerais me positionner, notamment des sujets plus politiques, et des fois justement pas politique du tout, mais plus dans l'actualité générale, et où j'arrive pas encore à me positionner parce que ça demande du temps et une analyse plus poussée et des sources, etc. Et donc c'est compliqué, ouais. Après, si mon point de vue, pour ce genre de choses-là, au vu de l'audience que tu as déjà, je me dis que peut-être YouTube serait l'endroit idéal pour faire du contenu plus long et plus poussé. Tout à fait. Je suis une grosse consommatrice de contenu sur YouTube pour le coup. Et ce que je constate en vrai, c'est que parfois, quand des vidéos durent uniquement 30 minutes au lieu de 1 heure, alors qu'on aime le contenu déjà de 30 minutes, dans les commentaires, ça va être « mais c'est trop court, t'aurais pu approfondir », enfin pas t'aurais pu approfondir un peu plus, mais plutôt « à quand la partie 2 ? Est-ce que tu pourrais refaire une vidéo sur telle ou telle partie, etc. » Et justement, après c'est mon avis encore une fois, et tout dépend de comment tu es disposé, mais ce serait vraiment incroyable en tout cas de pouvoir avoir ça sur YouTube. Tout à fait. Moi je pense réinvestir YouTube dès que j'ai un peu plus de temps. Là, à la fin de mes études, je vais sûrement avoir un battement, peut-être. Si je suis prise en CDI, malheureusement, j'aurai pas le temps. Mais effectivement, si j'ai un peu plus de temps ou j'ai un battement de quelques mois entre la recherche d'un poste ou si je pars pas en VIE, etc., j'aurai plus de temps à me consacrer effectivement aussi à mes réseaux sociaux. Et je pense réinvestir YouTube parce que j'aime bien aussi le contenu plus carré, plus lisse de YouTube, etc. Très direct. Voilà, exactement. Et donc, je pense réinvestir ce réseau social-là. Et me détacher un peu plus de TikTok. J'ai beaucoup produit sur TikTok. Et je vois que ça commence à évoluer, le contenu qui est attendu sur TikTok aussi. Pas dans ce que j'aime. Donc, je vais voir différemment par rapport à ça. Mais
une chose quand même à garder à l'esprit, c'est qu'il y a des plateformes qui rémunèrent très bien et d'autres pas du tout. Et TikTok rémunère. Donc ça invite à créer du contenu aussi. Forcément. On a envie de créer dessus parce que c'est aussi une récompense pour notre travail, contrairement à genre Instagram, on peut bosser, on peut avoir toutes les vues qu'on veut, mais ça donne gage pour un partenariat et en droit on n'a pas beaucoup de partenariats. C'est ça, donc forcément c'est bon, faut être stratégique. Faut être stratégique, exactement. On n'a pas les choix. Alors tout au cours de l'évolution de Geomantis Media, est-ce qu'il y a une leçon que tu as apprise, une ou plusieurs? Je ne cantonne pas, mais est-ce qu'il y a des leçons que tu as apprises? Oui, et ben dans ce que je te disais un petit peu avant, c'est cette notion de neutralité. Moi, ça m'a beaucoup appris Geomantis Media sur ça, et je me suis rendu compte que la non-neutralité ne voulait pas dire la non-qualité d'un contenu ou la non-objectivité d'un contenu, même s'il y a un positionnement. Et moi, j'avais beaucoup de mal avant à me reconnaître dans certains contenus, que ce soit juridique ou autre, parce que justement, il y avait cette volonté du carcan, qui est un avantage aussi. Et certains préfèrent le contenu comme ça. Mais c'est ce qui me ressemblait pas. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris avec Geomantis Media, que j'aime le contenu non neutre. J'aime avoir l'avis de la personne. Et j'aime aussi voir autre chose que simplement du contenu. J'aime voir la personne dans ce qu'elle représente, dans le contenu qu'elle produit. Et ça, c'est pas possible quand on est neutre. On peut pas voir ma personnalité quand je suis neutre, hormis sur mon style. Moi, c'est simple, sur Geomantis Media, je suis en pyjama. Donc, comme ça, c'était clair et net. Mais voilà, ce naturel-là, c'est ce que m'a beaucoup appris Geomantis Media. J'aime le naturel, la spontanéité, et j'aime le fait de pas être neutre. Avoir des contenus neutres aussi, très, voilà, mais des contenus non neutres, c'est important. Ok, c'est beau. Une question un peu plus personnelle, si je puis dire. Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire, ou plusieurs personnes, encore une fois? Bon, à chaque fois, c'est singulier ou pluriel. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs personnes qui t'inspirent? Dans ma création de contenu. Dans ta création de contenu, dans ce que tu fais aujourd'hui, etc. Dans ma création de contenu, en tant que telle, non, parce que on est un peu précurseur de la création de contenu purement juridique, mais qui ne se rattache pas à des cours, donc autre que genre Studigram, etc. Donc par rapport à ça, j'ai pas vraiment de personnes, enfin voilà, qui m'ont donné envie de créer cette typologie de contenu-là. Mais par contre, sur l'envie de se lancer, sur la confiance en soi, sur le fait qu'il faut vulgariser le droit et le rendre plus accessible, là, effectivement, Jurixio, je le cite, parce que c'est l'une des premières personnes qui a parlé de droit sur les réseaux sociaux. Il parlait surtout de cours, mais il permettait de démocratiser le sujet du droit et de le rendre plus accessible. Et je pense que ça m'a beaucoup inspirée. Voilà. Et après, non, moi, je suis pas une très grosse consommatrice de contenu. Donc, c'est vrai que j'ai peu de personnes, c'est marrant de dire ça comme ça, mais j'ai peu de personnes que je suis qui m'inspire en tant que telle. Mais évidemment, je suis quelqu'un qui adore aussi voir des contenus différents. Et d'ailleurs, j'aime pas que le droit. J'adore les animés, j'adore la littérature, enfin l'art. Donc voilà, dans tous ces domaines-là, j'ai des choses que je consomme, mais sans être fan. Fan non plus, exactement. Ok. Peut-être que c'est le propre aussi d'une personne qui crée du contenu, c'est d'elle donner, mais sans forcément attendre la même qualité ou le même type de contenu en retour. Peut-être, ou peut-être que ça répond aussi à un manque de mon côté, parce que j'ai pas vu ça, j'avais envie d'avoir ça. Et je pense que c'est aussi de là où est parti Geomantis Media, j'en avais pas, ou pas la manière que je cherchais, donc je me suis dit je vais le faire. Je vais pas le critiquer, je vais le faire. C'est exactement ça. Apporter des solutions, c'est très très important. L'ultime question, est-ce qu'il y a une citation ou des valeurs ou principes qui te guident tout au long, enfin qui t'ont guidé tout au long de ton parcours et qui continuent jusqu'à aujourd'hui? Oui, je le disais tout à l'heure, la citation de Grand Corps Malade, mais en vrai, j'ai grandi beaucoup avec ces musiques quand j'étais petite. On aimait beaucoup ça à la maison. Mais ça va chez Mar. C'est vraiment la phrase qui guide tout mon parcours. Ça va fonctionner. Je sais que ça va fonctionner et j'ai confiance en moi sur le fait que ça va fonctionner. Ça va pas fonctionner comme je veux. Ça va peut-être un parcours différent, plus difficile. Des fois, il n'y a pas grand-chose à gagner dans la facilité aussi. La difficulté, c'est important.
Mais ça va fonctionner. Et ça, c'est la phrase qui me guide quand j'ai envie de baisser les bras, parce que ça m'est arrivé aussi de me dire, bon là j'en ai marre, est-ce que je ferais pas autre chose? Est-ce que pas autre chose du droit parce que j'adore le droit, mais est-ce que je m'arrêterais pas de faire ça, de produire comme ça et tout? Je me suis dit non mais ça va fonctionner. Je vais plutôt faire grandir, mais je vais pas m'arrêter. Donc voilà. C'est tellement important. Je n'ajouterai aucun mot dessus. Franchement, c'était parfait. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé tout ce temps pour revenir sur ton parcours, de nous inspirer comme ça aussi, et surtout d'apprendre à être créateur et pas forcément des critiqueurs. Quand on voit quelque chose qui nous dérange, on apprend à apporter une solution. C'est très important et c'est même comme ça que se définit l'entrepreneuriat. Mais c'est un autre sujet. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre confiance, merci pour votre accueil. C'était super agréable d'être avec toi et d'être avec vous. Et j'espère que le contenu sera utile pour un plus grand nombre. En tout cas, c'est avec plaisir. Et si vous avez des questions, si vous avez besoin de moi sur un sujet, vous n'hésitez pas. Que ce soit vous ou les personnes qui vont regarder les vidéos, je suis disponible sur Jeux26 Média, Instagram. Je ne réponds pas sur TikTok. Alerte rouge, je le précise. Sur tous les médias, tous les liens en barre d'infos. Mais voilà, ça sera avec plaisir. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. On ne doit jamais retirer à un être humain sa vie, ni la possibilité de devenir meilleur. La possibilité de devenir meilleur, c'est un droit sacré.